Ce serait un énorme revers pour l'armée ukrainienne, déjà en grande difficulté. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. C'est que du point de vue politique, c'était très intéressant. Aujourd'hui, ils ont compris que les Américains étaient derrière eux. Non, c'est faux. Les Américains ne sont absolument pas derrière la Russie. Pas du tout. Si les Américains étaient derrière la Russie, actuellement, l'Ukraine ne serait plus armée. L'Ukraine n'aurait plus le soutien logistique, le soutien de renseignement et j'en passe, non. Et la Russie a été claire, les territoires qu'ils ont conquis, ils ne vont pas rendre. Par contre, je vous assure que si l'Ukraine avait même pris seulement 10 mètres, même seulement 10 centimètres, vous auriez entendu, vu des reportages à la pelle expliquant à quel point la Russie recule. Ouais, la Russie a abandonné, la Russie ne s'en sort pas sur le terrain. Donc, monsieur l'expert en renseignement et écrivain essaye de nous faire croire qu'une avancée de 33 terrains de football, c'est pas grand-chose, ça va. Sachant qu'en face, les gars n'arrivent même pas à prendre 1 centimètre. J'ai besoin qu'on se rappelle de ce qui était dit dans une précédente émission, au sujet du Dniepr là toujours. Mais on se demande quand même, Général Richoux, si l'armée russe en serait véritablement capable. S'il s'agit du Dniepr dans la région de Kherson, je leur souhaite bon courage. Vous voyez comment le gars était catégorique, non? Il était très clair. Ce n'est pas possible. Et même pas 2 jours plus tard. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait une offensive, parce qu'on misait tous sur une espèce de stabilisation quelque part, puisqu'il y avait des négociations qui étaient en cours en Turquie. Négociations que vous prétendez être en cours. Et la veille des négociations, l'Ukraine frappe en profondeur la Russie dans un attentat terroriste. 1 jour plus tard, il frappe le pont de Crimée. Et vous pensez qu'il y aurait eu des négociations. Donc, monsieur le colonel, vous aurez envisagé le fait que les personnes avec qui vous êtes censé être en négociation vous attaquent ainsi et ça va, ça passe. Une personne me dit ce qu'elle compte faire. Et je dis que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ce qu'elle m'a dit qu'elle allait faire. Parce qu'en fait, en 2022, quand les Russes sont rentrés en Ukraine, l'armée russe était en une situation catastrophique. Enfin, il n'y avait pas de manœuvre. Donc, le monsieur nous dit que la Russie a déclenché une guerre sans être organisée. La Russie, première puissance militaire du monde, a déclenché une guerre sans être organisée en 2022. Ce qui a permis à l'Ukraine de repousser les Russes. Sous-entendant que l'Ukraine était mieux organisée que la Russie militairement. Les 2 erreurs majeures de l'Ukraine, c'était 1, d'avoir fait confiance aux Occidentaux et 2, permettre le déclenchement de cette guerre. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Ce matin, on écoutait encore les soldats de plateau, ces guerriers qui mènent la guerre dans des salons climatisés, nous expliquer que la Russie ne pouvait pas récupérer Dnipropetrovsk, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fleuve Dniepr là. Maintenant, le discours, il a complètement changé. Le ton est devenu très différent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas si ahurissant que ça, que ce n'était pas si difficile que ça et surtout, comme le disait le général là, qu'on n'avait pas besoin de dizaines de milliers de soldats pour pouvoir récupérer cette zone. Écoutons. Partir en Ukraine, pourquoi? Parce qu'il se passe un événement majeur sur le terrain et on va l'analyser pour vous avec nos invités. Ce serait un énorme revers pour l'armée ukrainienne, déjà en grande difficulté. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Kiev, pour le moment, garde le silence. On n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc, Laura Pouget a essayé d'en savoir davantage sur cette offensive. Laura, qui est donc avec nous. Que sait-on au juste de cette offensive russe dans cette oblast, Laura? C'est un oblast Dnipro, Magali, qui n'était pas occupé pour l'instant par les Russes. Il n'est pas une de ces 4 régions annexées par Moscou en septembre 2022, mais il est frontalier de 2 d'entre elles, Zaporijjia et Donetsk, où se tient l'essentiel des combats. Selon le ministère de la Défense russe, hier, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk et continuent de mener l'offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Point important à souligner déjà, c'est qu'une unité, par exemple là, les unités de la 90e division blindée russe, c'est composé de plusieurs milliers de soldats, par exemple 2000 ou 3000 soldats, loin des dizaines de milliers de soldats que prétendait le général français là, qui disait que oui, à minima, il faut plusieurs dizaines de milliers de soldats pour pouvoir récupérer le Dniepr. Vous voyez que là, ce n'est que la 90e division qui est en action. Même pas tout le monde. Et une seule unité. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux. Mais on apprend
toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. Côté ukrainien, vous l'avez dit, pas encore de déclaration officielle, ni de l'état-major militaire, ni de Volodymyr Zelensky. Difficile de dire pour l'instant précisément jusqu'où ont avancé les Russes. D'après des sources ukrainiennes, des combats auraient lieu non loin de cette localité de Mejova, située à 13 km de la région de Donetsk et à une quarantaine de kilomètres de Pokrovsk. Toute avancée consolidée dans cette région de Dnipro pourrait compliquer encore davantage la défense ukrainienne, car elle constitue une base arrière de Donetsk et du Donbass. Et là où ça se complique aussi, c'est dans le nord de l'Ukraine. Dans la région de Soumy Magali. En mars dernier, les Russes ont profité de leur reconquête de l'oblast de Koursk pour avancer au nord de l'Ukraine en s'introduisant dans cette région. L'armée russe revendique y avoir réalisé des avancées récentes et capturé en peu de temps plusieurs petits villages que vous voyez ici marqués sur ma carte. Fin mai, Volodymyr Zelensky avait déclaré que 50 000 soldats étaient massés dans la zone en vue d'une offensive d'été de plus grande ampleur. L'armée ukrainienne fait donc face à plusieurs fronts menaçants et actifs, alors qu'elle peine à regrouper suffisamment d'effectifs et d'armements. Au mois de mai déjà, les Russes ont accéléré leur progression sur le territoire ukrainien. Après avoir ralenti cet hiver, selon les calculs de l'AFP et l'ISW, ils ont pris 507 km² contre 379 en avril et 240 en mars. Les Ukrainiens n'ont regagné aucun territoire sur ce dernier mois. En effet, effectivement. Oui, bien sûr, les Ukrainiens que l'on prétend être en train de gagner la guerre, que l'on dit être en train de gagner la guerre, n'ont pu récupérer aucun territoire. Mais ils gagnent la guerre. On se demande bien comment. Par quelle magie, par quel miracle? Ou bien le principe du jeu, c'est de perdre? Parce que oui, si le principe du jeu, c'est de perdre, effectivement, les Ukrainiens sont en train de gagner. Et vous voyez même que les gars sont obligés à un certain moment de dire la vérité parce que ça en est de trop. C'est exagéré. Les Ukrainiens n'ont même pas réussi à récupérer 1 centimètre de territoire. Mais ce sont eux qui gagnent la guerre. C'est eux qui passent leur temps à faire des attentats terroristes, mais ce sont eux qui gagnent la guerre. Ça devient compliqué, non? J'ai besoin qu'on se rappelle de ce qui était dit dans une précédente émission. Au sujet du Dniepr, là toujours. Parce que ces gars ont tellement l'habitude de nous prendre pour des ahuris que entre eux ils ne s'accordent même pas sur la vérité ou le mensonge qu'ils doivent dire. À force d'enchaîner, forcément ça sature. Selon un haut gradé de l'armée ukrainienne, la Russie pourrait avoir l'intention d'occuper le territoire ukrainien qui se trouve à l'est du fleuve Dnipro. Dnipro, c'est le Dniepr. Dniepr et de couper également l'accès à la mer Noire. Mais on se demande quand même, général Richoux, si l'armée russe en serait véritablement capable. S'il s'agit du Dniepr dans la région de Kherson, je leur souhaite bon courage. Parce que ça fait plus d'1 kilomètre, peut-être 1 kilomètre et demie de large. Il faut des moyens du génie qui sont absolument colossaux. Il faut acquérir une supériorité en artillerie sur la rive adverse pour empêcher la traversée qui est absolument gigantesque. Et il faut des dizaines de milliers de personnes. Et ensuite, même quand vous avez... Il faut des dizaines de milliers de personnes. Traversé, il faut être capable d'entretenir le flux logistique dans la durée. C'est très exactement ce que n'ont pas été capables de faire les Russes sur des ponts en 2023. C'est à forcer à repasser sur la rive Est. Donc tout ça, c'est... Donc pour vous, ils n'en sont pas capables? Actuellement, le Dniepr, franchement... Pourquoi les Ukrainiens disent qu'ils en sont capables? Peut-être que les Ukrainiens, d'abord... Vous voyez comment le gars était catégorique, non? Il était très clair. Ce n'est pas possible. Ils ont raison de brosser toutes les hypothèses. Voilà. Ils sont volontiers à la guerre, il n'y a jamais rien qui est impossible. Tous les scénarios. Tous les scénarios, ça c'est militairement, dans les états-majors, on ne ferme jamais les portes. Mais après, il y a la plus probable et la moins probable. Or là, je veux dire, la perspective qu'ils franchissent le Dniepr dans la région de Kherson pour reprendre pied sur la rive ouest m'apparaît faible. Et même pas 2 jours plus tard. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Kiev, pour le moment, garde le silence. On n'a pas d'informations de ce côté-là. J'espère que le général là va venir se corriger. Voilà, même pas 2 jours plus tard. Ce qu'il disait que ce n'était pas possible, non, c'est trop peu probable. Il faut des dizaines de milliers
d'hommes, patati, patata, gna gna gna. En train de minimiser les capacités militaires de la Russie, bien sûr. C'est leur boulot. Bon, voilà donc la vérité. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de mentir. Tout le monde est conscient de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Mais vous mentez. Vous savez qu'on ne vous croit pas, mais vous mentez quand même. C'est-à-dire, et ça arrive à un tel niveau où, vous voyez comment est-ce qu'ils ont réussi à se convaincre de leurs propres mensonges. Parce que là, leur mission, ce n'est même plus de convaincre leurs auditeurs. C'est de se convaincre eux-mêmes des bêtises qu'ils sont en train de raconter à longueur de journée. Même pas 48 heures plus tard. Front menaçant et actif, alors qu'elle peine à regrouper suffisamment d'effectifs et d'armement. Au mois de mai déjà, les Russes ont accéléré leur progression sur le territoire ukrainien après avoir ralenti cet hiver. Selon les calculs de l'AFP et l'ISW, ils ont pris 507 km² contre 379 en avril et 240 en mars. Les Ukrainiens n'ont regagné aucun territoire sur ce dernier mois. Et regardez même à quel point ils gagnent du terrain. Quand on dit que les Russes ont du mal à avancer là, 500 km, 379 km, 240 km, c'est énorme. On essaie de nous faire croire que la Russie n'avance pas. Regardez à tour de bras à quel point ils sont en train de conquérir des territoires. Et on dit bien kilomètres carrés. Donc 507 km², 379 km², 240 km². Pendant ce temps, l'Ukraine n'arrive même pas à prendre 1 centimètre. Mais c'est l'Ukraine qui gagne. Mais c'est l'Ukraine qui a l'avantage. C'est-à-dire à quel point ces gens vont mentir pour pousser les gens à aller en guerre. Il faut éviter le suicide. Ce n'est pas sérieux. La Russie n'avance pas, la Russie n'avance pas. Voilà donc la Russie qui n'avance pas de plus de 1000 km. En effet, effectivement, les Russes qui continuent leur progression. Merci beaucoup, Laura. L'analyse maintenant du colonel Pierre de Jong. Bonjour. Bonjour. Consultant de géopolitique pour LCI, vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour, Magali. Expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Matinière Jeunesse et notre éditorialiste international. Son livre là, il est sûr que lui-même, il a vécu ça. Elle a dit quoi? Comment vivre en guerre? Comment vivre en temps de guerre? Renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Matinière. Comment vivre dans un monde en guerre? Est-ce que lui-même, il a vécu dans un monde en guerre? Pour écrire un livre tutoriel sur comment vivre dans un monde en guerre. Vous allez vous rendre compte que c'est un gars qui a toujours globalement vécu confortablement dans des pays ultra sécurisés. Et si jamais il a été dans une zone en guerre, vous verrez qu'il n'a pas vraiment subi la guerre en question. Lui, il était protégé, il était guidé, accompagné, très probablement par une mission officielle internationale, d'écrire un livre sur comment survivre en pays de guerre, en temps de guerre et j'en passe. Très cocasse, parce que lui, il n'a pas vécu la guerre. Ça viendrait de quelqu'un d'autre, d'une personne qui a réellement vécu dans un pays en guerre, resté dans ce pays en guerre, survécu dans ce pays en guerre, se bâtir dans ce pays en guerre, que oui, j'aurais encore écouté. Et c'est comme ça partout. Vous allez voir des gens qui n'ont aucune crédibilité, aucune légitimité à faire quoi que ce soit, mais ce sont eux qui écrivent les gros livres pour pouvoir expliquer à ceux qui sont réellement dans les problèmes que eux ils créent, comment s'en sortir des problèmes que eux ils ont créés. Matinière Jeunesse et notre éditorialiste international Magali Barthès. Bonjour Magali. Colonel, vous nous expliquez ce qui est en train de se passer, le conflit sur le sol ukrainien est en train de s'étendre? Alors, il n'est pas impensable que ce soit la grande offensive d'été qui était prévue depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas impensable qu'aujourd'hui les Russes avancent pour toute une série de raisons. La première, d'abord, c'est que le rapport de force est favorable, leur est favorable, ça c'est indéniable, on le sait depuis maintenant plusieurs mois, favorable par le nombre de missiles qui sont capables de tirer dans la profondeur, mais également par rapport au nombre d'hommes et d'unités qui ont été entassés sur ce front. Le deuxième point, c'est qu'ils ne commettent pas l'erreur qu'ils ont fait dans les offensives précédentes, c'est qu'en fait ils sont concentrés. Il n'y a que deux axes, comme toujours, il y a un axe prioritaire, un axe secondaire. Depuis Vercingétorix, c'est comme ça. Donc en fait, ils ne font pas l'erreur et ce qu'ils ont fait au départ ou que les Ukrainiens ont fait au moment de la contre-offensive, ils ne sont pas dispersés, donc ils sont concentrés. Le troisième point, c'est que les conditions climatiques leur permettent aujourd'hui de foncer dans le tas sans qu'ils soient arrêtés. Donc aujourd'hui, les conditions sont bonnes, tant pour la profondeur que sur le terrain. Deuxième point, c'est que du point de vue politique, c'est très intéressant. Aujourd'hui, ils ont compris que les Américains étaient derrière eux. Non, c'est faux. Les Américains ne sont absolument pas derrière la Russie. Pas du tout. Si les Américains étaient derrière la Russie, actuellement, l'Ukraine ne serait plus armée. L'Ukraine n'aurait plus le soutien logistique, le soutien de renseignement et j'en passe. Non. C'est simplement que la Russie sait mener une guerre. Parce que là, en fait, ce qu'il essaie de faire croire, ce qu'il essaie d'injecter dans nos esprits, c'est que la Russie n'aurait pas pu faire ça sans le soutien des Américains. C'est faux. La Russie le fait depuis le début de la guerre. Et depuis le début de la guerre, jusqu'à présent, la Russie n'a le soutien d'aucun Américain. Vraiment,
qu'on se le dise clairement. Parce que ça, c'est déjà de la mauvaise foi qu'il injecte à l'intérieur des esprits des gens. De se dire que la seule raison qui permette à ce que la Russie arrive à mener une opération d'une telle envergure, c'est parce qu'il y a le soutien des Américains ou alors une neutralité américaine. Il n'y a pas de neutralité américaine. Actuellement, les États-Unis ne sont pas neutres. Ils soutiennent l'Ukraine. Point à la ligne. Laissez-moi les déclarations de Trump, c'est vraiment son show qu'il fait là. La seule chose qui compte, c'est les faits. Et dans les faits, il n'y a absolument aucune rétention du soutien de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Aucune. Du soutien du renseignement, aucune. Donc, c'est malgré le soutien américain que la Russie fait une telle percée stratégique. Que leur mauvaise foi s'arrête à un moment donné. En tout cas, était plutôt neutre. La meilleure preuve, c'est qu'avant-hier ou hier, Trump a une déclaration extrêmement précise dans le genre, ce qui va arriver aux Ukrainiens, ils l'ont pas volé, compte tenu des opérations qu'ils ont montées dans la profondeur, sur cette base aérienne à 4000 km, à 2000 km ou à 4000 km plutôt de Kiev. Donc, est-ce que ces gens réalisent même ce que serait cette guerre sans le soutien américain? Parce que quand on les entend parler, vraiment, on a l'impression que les déclarations de Trump font fi d'actes. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je vous assure que sans le soutien de l'OTAN, États-Unis en tête, l'Ukraine ne tient pas 12 heures. C'est-à-dire en 8 heures de temps, c'est plié cette affaire. Et les déclarations de Trump ne changent rien. Trump, c'est un showman. Trump veut se dédouaner ou dédouaner la responsabilité des Américains ou des services secrets américains dans tout ça. C'est normal qu'il va faire ce genre de déclaration. Mais en off, tout le monde est au courant qui soutient qui, comment. Et même au sujet des bases aériennes qui ont été frappées, on a fait comprendre qu'une mission de telle envergure sur 18 mois ne pouvait être organisée sans l'intervention, l'aval des États-Unis. Ça ne pouvait pas se faire. Donc, bien sûr, une fois que ça c'est fait, ça c'est géré, ils vont venir sauter et s'accrocher sur le fait que non, Trump vraiment n'était pas d'accord avec, parce qu'il veut se dédouaner. Trump fait ce genre de déclaration, mais est-ce que dans les actes, il y a autre chose qui a été bougé? Non. Le renseignement continue, les armes continuent, les munitions continuent d'arriver. En fait, globalement, ils sont ouverts. Moi, je pensais pas qu'il y aurait une offensive, parce qu'on misait tous sur une espèce de stabilisation quelque part, puisqu'il y avait des négociations qui étaient en cours en Turquie. Négociations que vous prétendez être en cours. Et la veille des négociations, l'Ukraine frappe en profondeur la Russie dans un attentat terroriste. Un jour plus tard, il frappe le pont de Crimée. Et vous pensez qu'il y aurait eu des négociations. Alors que Poutine, même après ça, fait comprendre que ceux qui prétendent vouloir les négociations, les voilà qui enchaînent des attentats terroristes à l'intérieur de la Russie. Donc vous pensez que les gens sont des chèvres, hein? Je sais pas, dans quel monde, il a dit qu'il est quoi? Colonel. Donc, monsieur le colonel, vous aurez envisagé le fait que les personnes avec qui vous êtes censé être en négociation vous attaquent ainsi et ça va, ça passe. Ne se contentent même plus d'attaquer sur le front, sur la ligne de front direct, non. Vont en profondeur, font des attentats en profondeur et ça va, ça passe. C'est ça. Jusqu'à vous n'aviez pas envisagé le fait que la Russie continue sa percée. Alors que la Russie a pourtant été claire. Hein. Ils vont continuer leur percée étant donné que l'Ukraine ne veut pas négocier. C'est vrai. Quelqu'un te dit ce qu'il compte te faire et tu dis que tu ne t'attendais pas à ce que la personne le fasse. Ça se passe comment dans leur tête en fait? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Peut-être que dans tout ça, c'est moi qui ne réfléchis pas de la bonne manière. Une personne me dit ce qu'elle compte te faire et je dis que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ce qu'elle m'a dit qu'elle allait faire. Bon, il y a des hauts et des bas, bien évidemment, mais comme ça discutait, on échangeait des prisonniers ou pas. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit bien que les Russes ont décidé de foncer. Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de les arrêter ou pas? C'est un drame. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que La question, ce n'est pas est-ce que les Ukrainiens vont être capables de l'arrêter ou pas, parce qu'il ne s'agit pas des Ukrainiens. La question, c'est est-ce que l'OTAN plus l'Ukraine sera capable de les arrêter ou pas. Là déjà, ça va un peu plus rééquilibrer les forces, façon de parler, mais il y aura au moins un challenge, parce que si ce sont que les Ukrainiens capables de les arrêter, la réponse est non. Avec l'OTAN, je parierais quand même pour la Russie. Malgré tout. Les Ukrainiens sont sur une espèce de ligne. D'abord, ils sont en bout de potentiel, comme on dit. Ils ont moins de matériel. Les Américains sont moins derrière. Ils ont moins de renseignements, etc. Pour le moment, ils ont été surpris. Le problème, c'est toujours la même chose. Si les Russes arrivent à percer, on ne pourra pas les arrêter. Puisqu'en fait, les Ukrainiens ont un système qui est assez linéaire et qui n'est pas inscrit dans la profondeur. Donc, ça peut être comme un déversement. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est qu'en fait, les Ukrainiens sont sur une ligne. C'est très compliqué, d'autant que le terrain commande. Et le terrain Donetsk, etc., ce sont des points où, après, ça descend en direction du Dniepr. Donc en fait, il n'y a pas de position après Kramatorsk, après Potrovsk, etc. Il n'y a plus grand-chose. Donc c'est le Dniepr. Et quelque part, c'est peut-être ça, l'objectif final des Russes, c'est de s'adosser sur le Dniepr. Donc c'est la géographie commande, c'est toujours la même chose. Vous l'avez toujours dit. Hein. Et oui, mais c'est pas moi, c'est Napoléon qui le dit. Bon, je répète un peu bêtement ce qu'il a déjà dit. Bon, alors oui, d'accord, bêtement. Vous répétez bêtement, mais on l'a bien retenu en tout cas. J'assène, mais en même temps, il y a une vraie logique derrière tout ça. Et
Et voilà, on verra encore une fois, c'est pas fait. Hein. La guerre, c'est tout. Là, c'est juste une percée. A priori, ce serait une percée, à en croire les Russes. Double percée. Oui, Dniepro, et puis dans le nord, faire soumis. Visiblement, ils avancent progressivement. Donc en fait, il se passe des choses. Toujours la même. Ils n'avancent pas progressivement, ils avancent rapidement et de manière très vive et réactive. Ce n'est pas une avancée progressive de 2 pas. Même chose pour les Ukrainiens, c'est la balance des forces. Soit ça pousse davantage dans le centre, donc ils vont essayer de désengager des forces du nord pour les mettre dans le centre. Soit ils sont plus. Donc en fait, ils vont essayer de. Et ça, celui qui mène l'offensive, c'est toujours celui qui a l'initiative et l'allant, donc c'est lui qui gagne. Je veux dire que celui qui est en défensive est toujours en train de gérer quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et là, ce sont les Russes. Regardez ce que dit The Economist aujourd'hui. Le but de cette offensive serait de briser l'Ukraine. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce que redoute l'Ukraine depuis le début. C'est-à-dire que ces fameuses lignes de défense qui sont quand même extrêmement dures et qui ont montré leur efficacité, soient enfoncées. Et c'est vrai que là, quand on regarde la carte, on voit bien que à Pokrovsk, ça fait quand même des mois et des mois que les Russes essayent de grignoter et finalement y arrivent. Hein, mais tout ça est très lent. Et en fait, ils sont en train de contourner et de... Mais tout ça est très lent. Vous vous attendiez à quoi? À ce qu'ils se concentrent sur une seule zone. Mais elle parle d'une zone où ils n'ont pas fait une percée majeure ces derniers mois. Mais vraiment, elle oriente notre regard parce que il y a plusieurs lignes de front. Et sur toute la ligne de front, on a vu les chiffres. On est à plus de 1000 km². Donc elle s'attend à ce que quoi? La Russie avance à la même vitesse, de la même manière sur toutes les zones. Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'ils concentrent leurs ressources en fonction de leurs objectifs initiaux ou à court terme. C'est-à-dire ils ont des objectifs globaux, ensuite ils font de micro-objectifs et ils avancent suivant ces micro-objectifs-là. En orientant notre regard sur une percée qu'elle juge, elle, estime mineure, ça donne l'impression comme si, voilà, c'est partout pareil. Pas du tout. Et encore, je dis elle, parce que c'est pas une percée mineure. C'est pas une avancée mineure. C'est pas une avancée difficile. C'est une avancée qui se fait selon les prévisions de la Russie. Point. De pousser davantage à l'ouest de la ville pour essayer justement de briser ces lignes de défense ukrainiennes. Et pour aller dans le sens du colonel, il y a eu d'après l'agence TASS, vous savez, le point presse de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, à la mi-journée. Et ce que Peskov dit, c'est que cette offensive dans cette oblast de Dnipropetrovsk, il y a un objectif. On l'écoute ? Alors allons-y, on y revient après. Allez, on écoute Dmitri Peskov. L'avancée des forces armées russes dans la région de Dnipropetrovsk s'inscrit-elle dans le cadre de la création d'une zone tampon évoquée précédemment par le président russe Vladimir Poutine ? Sans aucun doute, cela en fait partie. Si nous parlons des nuances des activités de combat, nous devons adresser vos questions au ministère de la Défense. Voilà, l'objectif, c'est installer cette fameuse zone tampon. Alors, c'est très intéressant qu'il parle de zone tampon parce que jusqu'à présent, les Russes nous parlaient de zone tampon justement pour le nord, pour cette région de Soumy qui longe donc la frontière russe. Donc, on nous parlait d'une zone tampon au nord. Et là, en fait, ce qu'il laisse entendre, c'est que finalement, c'est presque tout l'est de l'Ukraine qui va être la zone tampon. Parce que si on va jusqu'à Dnipro, qui est cette grande ville qui est un peu le Toulouse de l'Ukraine, le grand centre aéronautique, si vraiment l'objectif c'est de pousser jusque-là, c'est plus se contenter des oblasts que l'on voit en rose. C'est-à-dire que vraiment, il y a une volonté d'enfoncer les lignes et d'aller vers une conquête bien plus large. Et le fait de parler de zone tampon, pas seulement sur une bande frontalière de quelques dizaines de kilomètres, mais d'aller jusqu'au Dniepr, alors là, ça change la perspective. C'est à l'Ukraine de faire ce qu'il faut pour ne pas que les choses s'aggravent. Parce que c'est en train de s'aggraver, ça s'aggrave vite. Et ça accélère. Et ça gagne du terrain vite. Donc, factuellement, ce n'est pas à la Russie de faire le premier pas. Ce n'est pas à la Russie de vous draguer, en fait. Voilà, c'est ça l'expression. Ce n'est pas à la Russie de vous draguer. Parce que la Russie a les cartes à main. Point à la ligne. Si vous êtes hyper préoccupé, demandons aux Ukrainiens de baisser les armes et ils vont négocier la paix. Et la Russie va prendre cette paix aux conditions qu'elle aura déterminées. Point. Mais plus vous perdez le temps dans les conversations, les discours, les fausses déclarations, les faux tout, plus la Russie va gagner du terrain. Et plus la Russie gagne du terrain, plus l'Ukraine en perd. Et donc la capitulation sera d'autant plus douloureuse. Vous imaginez s'ils avaient capitulé dès le début. Actuellement, il y a plein de territoires qui leur appartiendraient encore. Maintenant, ça ne fait que se couper au fur et à mesure, Et ils ne font qu'avancer. Et la Russie a été claire, les territoires qu'ils ont conquis, ils ne vont pas rendre. Parce qu'eux, ils ont le respect de leurs soldats morts, de leurs soldats qui tombent, de la souffrance de leurs hommes. Ils ne vont pas
se tuer littéralement sur le front pour récupérer le territoire et à la fin, le gouvernement va vous le laisser. C'est impossible, c'est impensable. Ils ont au moins ce respect-là. Ouais, Vincent Crouzet. Moi, je dirais Prudence. prudence. Mais c'est vrai que Non, mais toutes les vue, informations, pardon Magali, mais proviennent Oui. de la Russie. Oui, de la Russie, de la propagande russe. Donc, Mais pour Non, l'instant, non. Attends, c'est pas plutôt l'inverse. Depuis là, on est en train de travailler sur des informations qui ne viennent que de la propagande ukrainienne. Mais qu'est-ce que... Quoi? les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à communiquer parce que Voilà, même la dame est un peu perdue. Attendez, on va relire de manière plus fluide. pardon Magali, mais proviennent Oui. de la Russie. Oui, de la Russie, de la propagande russe. Donc, Mais pour l'instant, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à communiquer parce que là, ça leur est très défavorable. Et effectivement, ça pourrait être un tournant. Donc ça peut être embarrassant. généralement, depuis 3 ans, les Ukrainiens communiquent de manière assez transparente sur les offensives russes, notamment pour réclamer des moyens de la part de leurs alliés. Donc, ils ont rarement caché les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain. Je trouvais ça d'ailleurs assez particulier de la part des forces armées ukrainiennes. Maintenant, ça reste tout de même du grignotage, on ne peut pas parler d'offensive. Pour reprendre le chiffre que donnait Laura tout à l'heure de 240 km², un terrain de football faisant 7 km², ça fait 33 terrains de football. Ouais. Je sais que ce sont des chiffres qui vont être remis en cause immédiatement sur les réseaux sociaux, mon mode Non, mais de c'est calcul. pour mettre un peu Mais c'est pour tout de effectivement en même- perspective Ouais. ces chiffres. Ouais, tout de même, c'est pas énorme, c'est pas considérable. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas considérable, mais l'Ukraine ne peut pas en faire de même. Pourquoi donc? Même la comparaison est débile. 33 terrains de football d'avancée, c'est déjà 33 terrains, ça représente déjà énormément. Mais pourquoi est-ce que l'Ukraine n'arrive même pas à prendre une surface de réparation? Par contre, je vous assure que si l'Ukraine avait bien pris seulement 10 mètres, même seulement 10 centimètres, vous auriez entendu, vu des reportages à la pelle expliquant à quel point la Russie recule. Ouais, la Russie a abandonné, la Russie ne s'en sort pas sur le terrain, grande victoire de la Russie. Donc, monsieur l'expert en renseignement et écrivain essaye de nous faire croire qu'une avancée de 33 terrains de football, c'est pas grand-chose, ça va. Sachant qu'en face, les gars n'arrivent même pas à prendre 1 centimètre. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont mal intentionnés? C'est-à-dire, ils veulent mentir pour tout et pour rien. Ça ne leur coûte rien, mais ils mentent quand même. Ça ne leur apporte rien. Même chose, ils mentent quand même. Ça, pourquoi est-ce qu'ils veulent systématiquement minimiser tout ce que la Russie fait? Parce que dans la propagande officielle, je réponds à la question, dans la propagande officielle, ils doivent maintenir l'idée selon laquelle l'Ukraine est en train de gagner. Et c'est dangereux pour eux, parce que les gens seront surpris de la défaite de l'Ukraine. Tout le monde sera là, mais ils n'avaient pas dit que l'Ukraine gagnait. L'Ukraine n'avait pas déjà avancé. L'Ukraine n'avait pas déjà récupéré X, Y, Z. Ça ne va que accentuer leur échec en réalité. C'est tout ce que ça va faire de positif, de pertinent. Accentuer leur échec. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans cette position-là systématiquement. C'est quand même bizarre leur manière de réfléchir, hein. Pour l'instant, on peut dire quand même que généralement, les Ukrainiens tiennent bien le front. Ce qui peut... Généralement, ils tiennent le front ou à quel moment? Les informations sur le terrain disaient l'exact opposé, hein, monsieur l'expert en renseignement. Peut-être plus préoccupant, c'est la situation au nord de Soumy, parce que là, on est vraiment à grande proximité de centres urbains. Rappelons que Dnipro, la ville de Dnipro est sur la rive gauche du Dniepr. Et donc elle sera très difficile à prendre s'il y a une offensive dans cet axe. Alors si on prend juste un peu de recul, colonel, expliquez-nous. Rive droite, pardon. Oui, sur la carte rive droite. Pourquoi l'Ukraine, dans l'année 2022, la première année de la guerre, alors on se souvient, si on garde cette carte-là, les Russes avaient fait des percées au nord. Il y avait des percées dans le nord-est, il y avait des percées dans le sud, il y avait des percées dans l'est. Et pendant toute l'année 2022, les Ukrainiens étaient parvenus à repousser les Russes et pour les cantonner dans toutes ces régions de l'est. Pourquoi aujourd'hui les Ukrainiens n'y arrivent plus? Parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2022, quand les Russes sont rentrés en Ukraine, l'armée russe était en une situation catastrophique. Enfin, il n'y avait pas de manœuvre. La commande... Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le moment où moi, je vais couper la parole à ces gens. Et il y a certains en commentaire qui vont me dire que je dois laisser parler tout le monde. Non. Donc,
le monsieur nous dit que la Russie a déclenché une guerre sans être organisée. La Russie, première puissance militaire du monde, a déclenché une guerre sans être organisée en 2022. C'est ce qui a permis à l'Ukraine, sous-entendant que l'Ukraine était mieux organisée que la Russie militairement, ce qui a permis à l'Ukraine de repousser les Russes. Ce n'est absolument pas parce que les Russes se sont retirés tout seuls, parce qu'il y avait des prétendus accords qui allaient être signés. Ce n'est absolument pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la Russie avait une armée désorganisée. Non, je vous regarde dans les yeux parce que moi je vais sauter, je vais couper la parole à ce type. Parce que ce qu'il veut raconter là, déjà, c'est nous manquer de respect. Je n'aime pas qu'on insulte l'intelligence des gens. 2 minutes de sérieux. Mais qu'est-ce qu'il veut raconter là? À quel moment est-ce que l'Ukraine a réussi à repousser la Russie hors de son territoire? Non, oui, mais c'est parce que les contextes ne sont pas du tout les mêmes. À ce moment-là, la Russie avait une armée désorganisée. Donc la Russie est en train de déclencher une opération militaire spéciale. La Russie, première puissance militaire du monde. La Russie avait une armée désorganisée. Ah, vous aussi. Complètement aléatoire. En fait, c'est une bande de soudards. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est toutes les exactions qui est autour de Kiev, à Boutcha, etc. C'est ça, en fait. Ils n'étaient pas commandés, c'était n'importe quoi. Donc, en fait, entre février 2022 et novembre 2022, avec le départ de Kherson et le départ de Kharkiv, donc pendant 6 mois, ils n'ont fait que reculer. À partir de là, ils ont changé. C'est qu'ils se sont mis en défensive et ils ont bloqué le système. Pour toute une série de raisons, ils sont installés. L'erreur de fond, donc c'est la fin de cette première époque, c'est que les Ukrainiens ont lancé la fameuse contre-offensive. Et là, ils se sont heurtés à un mur et c'était trop tard, mal fait, mal goupillé. Autant ils ont été bons. Ah, tout ce qu'ils racontent là, j'entends seulement blablabla. Je ne sais pas vous, mais c'est ce que j'entends. J'entends un bruit de fond. Parce que ce qu'ils racontent n'a aucun sens. Il ne peut pas dire que c'est l'armée russe qui était désorganisée et l'armée ukrainienne qui était organisée. C'est-à-dire l'armée qui a initié l'action militaire est désorganisée et l'armée qui répond à l'action militaire surprise est organisée. On ne parle pas de n'importe quel pays, on parle de la Russie et de l'Ukraine. L'armée russe est désorganisée et l'armée ukrainienne était organisée. Vous voyez pas? En fait, plus je répète, plus vous comprenez l'absurdité de ce qu'il est en train de raconter, non? Pendant les 8 premiers mois, jusqu'au mois de novembre, autant c'était catastrophique. En fait, ils ont reproduit à peu près les mêmes erreurs tactiques que les Russes 6 mois avant. C'est-à-dire qu'ils étaient étalés sur le terrain, ils n'étaient pas concentrés, c'était mal commandé. En fait, ils pensaient qu'ils allaient gagner facile. Et là, face à eux, ils ont eu l'armée russe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bataille de Bakhmout, rappelons-nous, et c'est le moment où Wagner a créé un abcès de fixation. Et la deuxième erreur majeure des Ukrainiens, c'est d'avoir voulu reprendre cette localité qui n'avait aucun intérêt. Les 2 erreurs majeures de l'Ukraine, c'était 1, d'avoir fait confiance aux Occidentaux, et 2, permettre le déclenchement de cette guerre. Voilà les 2 erreurs majeures de l'Ukraine là-bas, rien d'autre. Faire confiance aux Occidentaux et démarrer cette guerre. Parce que même au moment où la paix pouvait être signée, au moment où on parle de février 2022, là, lorsque tout le monde crie, étant donné que la Russie est aux portes de Kiev, et qu'ils disent non, reculez, s'il vous plaît, reculez, on va signer. La Russie recule, non? Les gars refusent de signer. Ils préfèrent partir au combat. Voilà, c'était ça la deuxième erreur de l'Ukraine. La première erreur de l'Ukraine, c'était d'avoir fait confiance aux Occidentaux. Rien d'autre. Tout ce qu'il est en train de raconter là, ça n'a pas la valeur de ces 2 erreurs. Et en fait, ils ont usé des forces uniquement parce qu'ils pensaient que les Russes étaient nuls. Ils l'étaient. Le problème, ils ne l'étaient plus à ce moment-là. Et ils ont perdu un temps fou. Rappelons-nous, la bataille dure 6 mois. C'est mai 2023. Et à partir de mai 2023, en fait, Wagner réussit à donner du temps à l'armée russe qui s'installe. Et après, en mois juin 2023, les Ukrainiens se lancent dans leur contre-offensive. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le matériel qu'ils avaient reçu, les chars léopards, les trucs, etc., a été consommé sur des lignes de défense. Et là, c'est là qu'on voit qu'ils ne savent pas manœuvrer, parce qu'en fait, les deux, c'est la même école, hein, c'est l'école soviétique. Donc les deux, on avance comme des brutes, etc. Les Ukrainiens, un peu moins que les Russes quand même. Enfin, ils ont usé leur système. Et malheureusement pour eux, la politique s'est mise au milieu de tout ça. C'est que jusqu'à présent, ils pouvaient demander aux États-Unis, donc à Biden, de livrer du matériel, ce qui a été fait jusqu'à il y a quelques mois, mais c'est terminé. Donc le système s'est arrêté de lui-même. Et eux, ils sont restés sur un modèle. On peut consommer, au lieu d'économiser, de consommer. Non, ils sont restés sur le même modèle. Et malheureusement, je pense qu'ils ont cru les Européens. Mais les Européens ne sont pas capables. Alors on parle de... Au moins, il le dit, malheureusement, ils ont cru les Européens. Au moins, c'est sorti de sa bouche. De pourvoir, en fait, à la déficience des États-Unis. Donc on verra dans les semaines qui viennent ce qui va arriver.
mais c'est vrai que le drame, il est là. C'est qu'encore une fois, le courage des Ukrainiens n'est pas en cause. Ils ont un problème de matériel, ils ont affaire à l'armée russe. 40% du budget de ce pays est consacré aux questions de défense. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, donc on est dans deux mondes différents. Vous voyez, à la fin, il finit de raconter tout son blablatage là, et il dit exactement ce que j'ai dit. Déjà, il s'agit de l'armée russe. Il s'agit de l'armée russe, donc vous ne pouvez pas dire qu'elle était désorganisée. Ensuite, il s'agit de l'armée russe. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un pays qui a un faible budget militaire. On parle d'un pays suréquipé militairement. Et ensuite, c'est vous, lui, qui dit qu'il n'aurait pas dû faire confiance aux Occidentaux. Voilà. Donc, il finit de faire tout son racontage pour dire exactement ce que je disais. Donc, la Russie est aidée par la Chine derrière. On rentre dans le vrai jeu, là. On arrête les bidouilles, des grignotages, etc. Donc, il ne faut pas qu'on croie tout ça. Et rappelons-nous de Dniepro, qui est un point très important. Mais le premier Orechnik a été tiré en novembre 2024, a été tiré sur Dniepro. Et c'est un point central, parce que quand on regarde une carte, encore une fois, la géographie commande, on voit que le Dniepro, c'est ce qu'on appelle la poignée d'éventail. Si vous prenez Dniepro, vous allez à peu près où vous voulez. C'est le cœur du sujet. Voilà, tout ça pour revenir là où on était quand ça allait. Tout ça pour dire exactement ce que je disais, mais bon, parce qu'ils doivent rajouter de la propagande, ils sont obligés de contourner, machin, et qu'on soit embrouiller les gens. Mais les faits sont là. Il n'existe aucun monde où l'armée ukrainienne réussissait à s'en sortir. Et l'armée russe va continuer sa percée. Et Dniepro sera pris. Parce que ce n'est pas la paix qui est en train de se négocier en Ukraine, c'est la capitulation de l'Ukraine. C'est tout. Vraiment, tous les balbutiements qu'ils sont en train de faire là, ça n'a absolument pas empêché leur défaite. Parce que l'Ukraine a déjà perdu. Plus ils perdent du temps à l'admettre, plus la Russie va gagner du terrain. Et les territoires que la Russie va gagner ne seront pas remis. Ça ne sera pas rendu. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.